Vivacité, ma radio complicité. Vivacité. La vie du bon côté, jusqu'à 15h, avec Sylvie Honoré. Bienvenue sous la grisaille en ce jeudi 7 novembre, j'espère que vous allez bien. Les parents, en effet, sont souvent démunis devant les émotions de leurs enfants. Que faire devant les larmes? Que dire face aux hurlements? Comment réagir vis-à-vis des paniques? Voici un livre très concret qui, puisant ces exemples dans le quotidien, vous aidera, chers parents, à accompagner vos enfants vers l'autonomie, à retrouver le contact avec votre propre enfance et à aller vers davantage d'harmonie familiale, au cœur des émotions de l'enfant. Par vous, Isabelle Filiosa, bonjour. Bonjour à tous. Quand je dis bienvenue dans la grisaille belge, oui, on y est. Vous venez de France, et de du Paris. Soleil d'Aix-en-Provence. Oh, encore plus bas, d'accord. Je sentais la petite pointe d'accent, je me disais, parisienne, c'est pas possible. Ah si, j'ai un accent parisien. Je suis parisienne d'origine, donc... Ah, c'est vrai? Oui. Ah, c'est pas... J'avais senti l'accent du Sud. Alors, c'est peut-être la chaleur comme voilà. Ça qui se dégage de vous. Vous êtes psychothérapeute française, donc formatrice en relations humaines et en communication, auteur de nombreux livres, dont celui-ci, Au cœur des émotions de l'enfant. J'ai appris énormément de choses. Je vais lire et relire ce livre à tête reposée, puisque je dois un petit peu presser des choses en préparant une émission. Donc, ce livre, évidemment, que je recommande à beaucoup de parents, nous plonge dans notre quotidien. Nous cherchons, nous tous, les parents, trop souvent à calmer nos enfants, à faire taire leurs cris, à faire taire leurs peurs. L'expression de l'émoi. Or, l'émotion a un sens, dites-vous, d'entrée de jeu, une intention. Elle est guérissante. J'aime bien ce mot. Je me suis dit, je vais l'attaquer d'entrée de jeu là-dessus. Émotion guérissante pour l'enfant, Isabelle. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'expression de l'émotion qui est guérissante. L'émotion, c'est une réaction physiologique de notre organisme. Sans émotion, eh bien, nous ne serions tout simplement pas vivants. Nos émotions, c'est vraiment ce qui nous aide à survivre. Quand il y a un danger, nous éprouvons de la peur. Quand il y a une injustice, nous sommes en colère. Quand nous vivons une perte, nous allons être tristes. Quand nous avons un succès, nous réussissons quelque chose, nous éprouvons de la joie. Et chacune de ces émotions a des répercussions dans notre corps. C'est-à-dire, il y a toute une déluge d'hormones qui prépare notre corps et qui l'aide à faire face à la situation. Donc, quand il y a un danger, j'ai peur. Et donc, la peur va mobiliser mon corps pour me donner l'énergie de faire face. Alors, l'émotion, c'est une structure en 3 étapes. Il y a la charge, le moment où on sent ça monte à l'intérieur. Il y a le moment de la tension, qui est le moment où on utilise l'émotion. Et puis, il y a le temps de la décharge. Et dans ce temps de la décharge, c'est le moment où l'enfant pleure, où l'enfant tremble, ou bien crise. Et là, on croit que c'est l'émotion. En fait, ce n'est que la 3e partie de l'émotion, le moment où l'enfant revient au calme. Il est en train de décharger, et c'est ça qui est guérissant, c'est-à-dire que s'il ne peut pas rester en tension, cette émotion a été utile un certain temps, maintenant elle n'est plus utile, donc elle sort de lui. Et donc nous, on le sait bien, nous les adultes, quand on pleure, on dit « Ah, ça m'a fait du bien, j'ai pleuré un bon coup ». Alors comment ça se fait que si à nous, ça nous fait du bien les adultes, quand on voit un enfant qui pleure, on se précipite sur lui pour lui dire « pleure pas, pleure pas, pleure pas ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire garde ta douleur à l'intérieur de toi. En fait, c'est pas ça qu'on veut. On veut que nos enfants soient contents. Et donc, on pourrait leur dire vas-y, pleure un bon coup. Ouais. Parce que quand on pleure un bon coup, ça dure quelques secondes, rarement plus d'1 ou 2 minutes, et ça s'arrête. Par contre, c'est vrai, toutes nos réactions émotionnelles ne sont pas des émotions. On va avoir l'occasion d'en parler pendant ces 2 heures. Super. Combien sont les parents qui laissent pleurer leurs enfants? Je pose la question aux auditeurs. 070 23 33 23, SMS 30 63. Combien sont les parents qui laissent crier leur enfant? Oui, alors attention, n'entendons pas qu'il faut pas laisser pleurer, qu'il faut laisser pleurer systématiquement nos enfants. On va voir que voilà, a priori, on laisse jamais pleurer un bébé et on ne laisse pas pleurer un enfant quand on sent qu'il a besoin d'exprimer une émotion. On accepte et on
permet qu'il exprime seulement quand il est dans ce lâcher-prise pour revenir au calme. Donc, combien sont les parents qui laissent pleurer leurs enfants quand vous sentez, chers parents, que c'est une émotion et que l'enfant n'est pas en détresse? Ou encore une fois, la colère, l'expression des colères, l'expression de la panique, la peur, enfin bref, venez nous parler de ça. On vous demande ce jeudi de témoigner en tant que parents souvent démunis devant encore une fois l'intensité des émotions de nos enfants, et nous cherchons bien entendu à faire taire les cris, les pleurs, l'expression de l'émoi, tout ça a un sens, a une intention. Isabelle Filiosa est là pendant 2 heures pour nous en parler. 070 23 33 23, SMS 30 63 ou via la page Facebook de l'émission La vie du bon côté. C'est parti. Il y a beaucoup d'auditrices. Je dis des auditrices parce que ce sont des témoignages qui proviennent d'auditrices, en effet, pour la plupart, qui ont beaucoup appris grâce à vous. Voilà, Michel nous dit, Isabelle Filiosa, j'ai tant appris grâce à vous, Madame Filiosa, pour l'accompagnement tant dans mes petites patientes et de leurs parents que pour aider ma fille à grandir merveilleusement bien, avec une maman convaincue de la place des émotions chez les petits comme chez les grands. Ou encore Caroline, j'ai 3 enfants qui ont un super caractère. Vous pouvez demander à mon entourage, c'est vrai, ma source d'inspiration lorsqu'ils étaient bébés, à l'état solitaire. Mon bébé comprend tout. Et sur les cris et les pleurs, les crises et les pleurs chez les enfants, c'est une mine d'or. Encore ce matin, j'ai aidé ma fille de 5 ans à sortir ses pleurs. Ça ressemble à un caprice, à une crise, mais en réalité, c'est un besoin de faire sortir un trop-plein de fatigue et de frustration naturelle vu leur quotidien. Tout est expliqué en détail dans ce livre. Mais je connais aussi, dit Caroline, les écrits de Madame Filiosa. Isabelle Filiosa, notre invitée jusqu'à 15h, si vous voulez poser vos questions, témoignez bien entendu sur votre attitude en tant que parent devant ces besoins émotionnels, les besoins émotionnels de nos enfants. 070 23 33 23, SMS 30 63. De suite aussi dans votre livre, Isabelle Filiosa, loin de moi l'idée de vous proposer un énième livre de conseils. Les parents vivent aux côtés des enfants au quotidien et les connaissent mieux que tout expert, fût-il pédiatre ou psychanalyste de renom. Mais parfois, blocage et malentendus peuvent faire obstacle à une relation harmonieuse et à une véritable compréhension. 2 postulats fondamentaux qui guident cet ouvrage. 1, les enfants nous disent ce dont ils ont besoin à chaque étape de leur développement. Ça c'est important. 2, les parents peuvent comprendre leur enfant. Voilà, il faut le dire, il faut vraiment l'avoir bien devant les yeux. Les parents peuvent comprendre leurs enfants. Et un parent sera toujours plus à même de comprendre son enfant que n'importe quel expert. Oui, et avoir une attitude juste envers eux, pour autant qu'ils n'obéissent pas de manière automatique à des principes éducatifs. C'est ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et quand on vous écoute, ce que vous nous avez dit là, de façon théorique, et en même temps simple à comprendre, c'est sûr, on est tous d'accord avec ça. Mais quand on se trouve devant un enfant qui pleure, qui panique, qui fait une colère, une fois on va le dire gentiment, 2e fois un peu moins, 3e fois on a tendance un petit peu à élever la voix et à dire stop. C'est vraiment le premier mot qui nous vient en tête. Si c'est le premier mot, ça va encore, parce que quelquefois il y a des premiers mots un petit peu plus durs, du genre arrête de faire ton l'idiot, voilà, je m'en pas donner. Mais souvent nous avons tendance à juger nos enfants, à les rabaisser, etc. C'est ça. Et c'est important de voir que effectivement l'émotion de notre enfant nous stresse. Ça nous met sous stress. Pourquoi est-ce que un coup on arrive à peu près à faire, ensuite ça augmente, il s'arrête pas. Du coup, nous on disjoncte. Et il y a des études très intéressantes sur le cerveau qui ont été menées récemment. On met le cerveau d'un parent sous un IRM et on observe ce qui se passe dans son cerveau. On met un film de son enfant en train de pleurer. La plupart des parents, lorsqu'ils voient leur enfant en train de pleurer, leur cerveau est immédiatement gorgé d'ocytocine, inondé d'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone qui fait qu'on se sent bien instantanément. Et il y a certaines zones du cerveau qui s'allument. Ces zones, ce sont les zones du caretaking, c'est-à-dire de je vais m'occuper d'eux. Donc, les zones de prendre soin d'eux, qui sont présentes chez tous les mammifères et notamment donc chez les humains, vont être activées. Enfin, quand je dis la plupart des parents, en fait, nous sommes équipés très différemment les uns et les autres. Tout dépend de notre propre histoire. Et c'est ça que les chercheurs ont découvert, c'est que lorsque un parent, lorsqu'il était enfant lui-même, n'a pas reçu l'attachement dont il avait besoin,
si il ne pouvait pas se réfugier dans les bras de son papa ou sa maman quand il avait un souci, si ses émotions n'étaient pas écoutées, si les parents n'étaient pas chaleureux, n'étaient pas tendres, s'il a reçu lui-même des gifles, des fessées ou des humiliations, eh bien, le simple vision des pleurs de son enfant ne va pas déclencher d'ocytocine. D'accord. Et en plus, les zones du cerveau qui vont être activées ne sont pas les mêmes. Les zones du cerveau qui vont être activées chez un parent qui a été carencé enfant d'attachement, ce sont les zones de stress. Et c'est pour cela que nous nous mettons à crier, à hurler. Tout simplement. À ce moment-là, c'est notre cerveau qui prend le contrôle. On voit notre enfant qui pleure et on se vit sous stress. On se sent démuni, on ne sait pas comment faire, quoi faire pour l'aider. On aime notre enfant, donc on veut faire au mieux pour lui, mais on n'a pas d'outils, on ne sait pas. Et notre cerveau disjoncte, c'est-à-dire que tout le néocortex, la grosse couche du cortex qui est capable de réfléchir, elle est tout d'un coup inhibée, au profit de l'amygdale. Et donc c'est une petite structure dans le cerveau qui sonne l'alarme dans tout notre organisme, et on est prêt pour le stress, c'est-à-dire la réaction de stress, c'est 3 possibilités. La fuite, l'attaque ou le figement, l'inhibition de l'action. Et donc, lorsque mon enfant pleure, si moi-même, je n'ai pas donc été suffisamment, j'ai pas reçu suffisamment de tendresse quand j'étais enfant, d'acceptation, j'ai pas pu vivre mes émotions, c'est mon cerveau émotionnel qui va prendre le dessus et qui va me mobiliser, et donc je vais ressentir un énervement dans mon corps. Je vais ressentir de la tension dans tout mon corps. Je vais ressentir de l'énergie dans mes bras et dans mes jambes. Et ben, quelquefois, la gifle, elle part. Okay. Et quelquefois, je me mets à hurler, à dire stop, de manière excessive. Ça n'est pas parce que je suis un mauvais parent, c'est simplement parce que du fait que je n'ai pas reçu suffisamment dans mon enfance, mon cerveau n'est plus équipé pour répondre aux besoins de mon enfant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça se change. Quand même. Ouais, ça c'est ouf. Ça, on attaque fort là, hein, on attaque fort. Isabelle, bonjour. Une autre Bonjour. Isabelle, vous, c'est plus la colère de l'un de vos 2 fils que vous n'arrivez pas à canaliser. Je pense que c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est en fait depuis qu'il est tout petit déjà, il a des réactions quand même assez extrêmes, que ce soit des colères ou des tristesses, mais qui se transforment aussi en colère. Quand vous dites tout petit, je vous arrête. Quand vous dites tout petit, c'est dès la naissance ou bien vers à peu près au moment où il est passé, par exemple, au lait, ou est-ce qu'il était allaité? À partir du moment où il avait l'âge de s'exprimer, donc vers 3-4 ans. D'accord. Vers cet âge-là. Et je me rappelle d'un souvenir, parce qu'entre-temps il a quand même 11 ans, mais il faisait une colère, je ne sais plus pourquoi. On était à table, donc forcément ça embêtait bien toute la vie de famille, et on a carrément, parce que c'était vraiment trop fort, on l'a mis dans sa chambre avec le résultat qu'il avait arraché ses rideaux, il avait fait une méga colère, et s'il aurait pu, il aurait bien défoncé la porte, je crois. Et en fait, à ce moment-là, c'est quand même assez difficile de... Oui, la colère, à un certain moment, elle se calme, mais il faut quand même pouvoir faire comprendre à l'enfant qu'il va trop loin. Non, attention, il y a plusieurs problèmes dans ce que vous dites. Déjà, vous voulez faire comprendre à un enfant alors qu'il est sous l'emprise d'une émotion. Et vous voyez à quel point cette émotion est puissante. Mais en même temps, je dis sous l'emprise d'une émotion. Ça n'est pas vrai. Il est sous l'emprise de son cerveau émotionnel, et vous croyez que c'est une colère. Ce que vous décrivez n'est absolument pas de la colère. Ce que vous décrivez, c'est de la violence. Et donc, c'est le contraire de la colère. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi, qui a déclenché. Donc, bien sûr, le parent, on peut croire que c'est de la colère parce que ça a été déclenché par une frustration. Et c'est vrai que normalement, la frustration ou l'injustice déclenche la colère. Donc, quand on voit qu'une réaction qui ressemble en forme à la colère, on se dit, c'est de la colère. Mais en réalité, c'est beaucoup trop fort pour que ce soit de la colère. Vous vous rendez compte, déchirer les rideaux et compagnie, votre gamin, il a complètement perdu le contrôle de lui-même. Et ça, c'est ce qui se passe quand on a accumulé trop de stress à l'intérieur. Et l'enfant n'a pas
le contrôle de son cerveau. C'est comme s'il avait une Porsche dont le moteur est très très puissant dans le cerveau, mais il sait pas la conduire. Et tout d'un coup, paf, la Porsche elle part avec le moindre... Donc qu'est-ce qui fait qu'on lui a mis du carburant de Porsche dans l'organisme? Donc je vous demandais, vous dites ça a commencé vers 3-4 ans. Il peut y avoir différentes raisons qui font qu'un enfant va développer une telle réactivité émotionnelle. Déjà la première chose, c'est vraiment de donner à l'enfant de l'attachement, parce que de lui donner de l'amour, de la tendresse et ne pas le juger. Il n'a pas la possibilité de se contrôler, sinon il l'aurait fait. Personne n'aime être dans un tel état. Donc il a besoin de notre aide. Et nous, on est des adultes. Donc bien sûr, on a nos problèmes avec notre enfance et donc ça nous met dans un sacré état parce qu'on est démunis. Donc ça active aussi nos circuits de stress. Mais nous, on est adultes. Donc on se calme, on respire bien et on va tenir l'enfant. L'objectif, l'idée, c'est, il est en train d'avoir une crise dans son cerveau et le cerveau envoie des décharges phénoménales d'hormones dans tout son corps qui font que il a beaucoup d'énergie et ça va dans tous les sens. Dès qu'on voit que l'enfant, les gestes de l'enfant vont dans tous les sens, ça n'est plus de la colère. C'est juste de la décharge de stress. C'est ce que disait une personne là quand les enfants, c'est ce que dit Aletta Solter, c'est important de lâcher ce stress qu'on a à l'intérieur, qu'on a accumulé. Alors il y a plusieurs... Peut-être cet enfant avait accumulé du stress parce que quelque chose l'insécurisait, soit à l'école, soit dans le couple des parents, soit dans la famille, l'arrivée d'un autre enfant, soit un déménagement, une perte. Donc il peut y avoir un traumatisme, quelque chose, une émotion ou toute une batterie d'émotions qui n'ont pas été entendues. Accumulées, ouais, et du coup ça s'accumule et ça sort. Et puis il y a une autre chose aussi dont on est conscient aujourd'hui, qui est très très récente. Il y a encore aucune information en français à ce jour, sauf dans mon livre Bien dans sa cuisine, ça commence tout juste, mais il y a beaucoup d'études aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, qui montrent que il y a 3 aliments qui ont tendance à déclencher ce genre de crise. Le sucre, le gluten et le lait. Alors tout le monde n'est pas intolérant aux 3 ou sensible aux 3, mais de telles crises font penser tout de même à une intoxication, à quelque chose qui se passe dans le cerveau. L'enfant a du mal à gérer ça. Aujourd'hui, on peut regarder sur les sucettes, sur certains aliments. L'Europe a obligé les industriels à écrire que certains quelque chose, la tartrazine par exemple et compagnie, il y a quelques quelque chose. Et on regarde, c'est écrit très très petit, il vaut mieux regarder les étiquettes, mais c'est écrit est susceptible de déclencher l'hyperactivité et le déficit d'attention chez les enfants. D'accord. Ouais. Et pour que l'Europe ait décidé de forcer les industriels à mettre cette information sur les sucettes, sur les gâteaux, sur les bonbons, c'est que vraiment, les études qu'ils ont sont plus que béton. Il n'y a encore des études que sur quelques additifs alimentaires et nous ne savons pas ce qui se passe avec tous les additifs alimentaires. Donc, quand on a un enfant qui réagit comme l'enfant d'Isabelle, il y en a aujourd'hui de plus en plus. Regardez. Ça n'est absolument pas parce que les parents sont de mauvais parents et ne poseraient pas assez de limites ou seraient pas assez autoritaires et qu'on reviendrait à un retour de l'enfant roi. Ça, c'est des bêtises. Ça nous déculpabilise La pas mal. réalité, c'est que ces enfants d'aujourd'hui n'ont plus le même carburant dans leur organisme. Le taux de sucre a doublé. Regardez les recettes de gâteaux que nous mangions quand nous étions enfants et la recette du même petit gâteau, soi-disant c'est le même, c'est la même étiquette, etc. Ça n'est plus la même recette. Aujourd'hui, ils ont augmenté le sucre, ils ont diminué les œufs, le beurre, etc. Il n'y a plus la même chose. Au cœur des émotions de l'enfant, il faut bien commencer par un livre. Quand vous reviendrez, vous venez de me dire que vous revenez en mars, je me le plongerai dans un autre de vos écrits, Isabelle Filiosa. J'aime bien aussi quand vous parlez des caprices, je vais revenir là-dessus, mais vous dites il n'existe pas de caprice, il s'agit d'un langage, d'un message à décoder. Voilà, donc ça, j'espère encore une fois que vous réfléchirez à tout ce qui sera dit aujourd'hui. J'espère que vous prendrez la parole pour dire, vous, comment vous réagissez face aux crises de panique, de crises de colère, crises de stress, crises d'angoisse, tout ce qui est émotion chez l'enfant, comment vous réagissez, comment vous canalisez. Vous canalisez l'enfant, vous canalisez vous-même. Parce que ça aussi, il faut commencer par là d'abord. 3063 pour vos messages.
Martine, vous avez pris votre téléphone d'ailleurs en nous disant j'ai des choses moi à dire sur antenne. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Ça concerne votre petite nièce de 4 ans. Ça concerne à mon avis beaucoup de petites nièces, de petites filles, enfin voilà des enfants de 4 ans qui est en 2e maternelle, qui s'appliquent beaucoup, mais quand c'est pas comme elle veut faire bien, patatras, c'est un petit peu... Je sais pas, elle fait une crise de colère ou elle déchire son dessin. C'est ça. Or, dans la classe, elle se situe bien. Je veux dire que elle s'applique, elle fait un bon travail. Un bon travail, ça veut dire qu'elle ne déborde pas des bords, etc. Alors qu'à cet âge-là, normalement. Mais ça veut dire aussi qu'elle est beaucoup plus lente à cause de ça. Donc, on est obligé de lui représenter ses travaux le lendemain pour qu'elle les termine. Donc, elle est moins rapide que les autres, mais elle s'applique. Mais quand elle fait une erreur, elle n'accepte pas son erreur et elle se met en colère ou et ça va pas, quoi. On pourrait se demander, Isabelle Filiosa, comment ça se fait en effet qu'un enfant de 4 ans n'accepte déjà pas son erreur, quoi. Eh bien, à vrai dire, c'est assez typique des enfants, des petites filles. Ça va pas beaucoup arriver aux petits garçons de cet âge-là, mais la plupart, en tout cas, majoritairement, ça va être des petites filles. Elles cherchent à bien faire. Les petites filles de cet âge-là, c'est pour ça que ça marche bien à l'école pour elles, parce que elles s'appliquent énormément et elles aiment bien faire, ne pas dépasser. Tout ça, c'est très très important. Dans le cerveau, quand elles réussissent à faire bien, eh bien, elles ont tout des hormones de gratification dans leur cerveau. Elles se sentent bien en cohérence avec elles-mêmes, etc. Et dès qu'il y a une erreur, ça ne va plus. Et donc là, c'est le stress. Alors, comment faire? Nous, on est tout démunis. Finalement, c'est pas si grave. Mais c'est ça, ce sont les premières paroles qu'on va dire. Hein, c'est pas trop grave. Ah oui, mais alors, on va pas le dire à l'enfant. On a besoin de se le dire à soi-même. C'est pas trop grave. C'est vrai. C'est vrai. Parce que finalement, qu'est-ce que ça peut bien nous faire que l'enfant soit si exigeant avec lui-même? Après, on va se plaindre qu'il fasse des erreurs partout, je veux dire, on est tout le temps à se plaindre, en fait, les parents, nous. Permettons à chaque enfant de vivre sa vie et n'intervenons que quand vraiment ça prend des proportions. Souvent, ça passe. Il y a des périodes où l'enfant veut être un petit peu... C'est une exigence de précision. Et puis, ça va passer. Si ça dure au-delà de quelques semaines, alors oui, on va intervenir. Donc, si ça dure moins de quelques semaines, simplement, notre attitude, c'est « je respire ». Et je regarde l'enfant, et je la regarde pester, rager, je lui donne une feuille nouvelle, etc. Et elle peste et elle rage, et elle refait, et c'est tout. Mon job de parent, c'est lui fournir le papier et les crayons dont elle a besoin. C'est tout. Je vais pas interférer avec... Elle est en train de gérer, d'apprendre à gérer. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est vérifier est-ce que quelqu'un dans la famille ou à l'école pourrait être un petit peu trop exigeant et ne pas tolérer l'erreur. Et donc, du coup, si on se rend compte que on a peut-être fait passer un genre de message comme ça, il faut être parfait, etc., ou tu dois être une bonne petite fille et tout. Donc, du coup, on va lâcher un peu de lest et donner une permission d'erreur. Alors, par exemple, on va jouer à un jeu avec un enfant. Donc, et dans le jeu, on va faire exprès de faire des erreurs. Ou on va dire, allez, on fait 5 erreurs chacune. On fait un concours d'erreurs pour entraîner l'enfant à oser faire des erreurs et à oser essayer. Je sais plus, je crois que c'est le patron de Google qui rentre dans les bureaux régulièrement et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il secoue les puces de toute son équipe, il leur dit mais il y a un taux d'erreur là seulement de 5% ou 10%, c'est pas du tout suffisant, je veux davantage d'erreurs. Allez, faites des erreurs. Ça scotche tout le français, parce que nous, les Français, ou la langue française, parce que belge, français, tout ça, en fait, on parle français. Et le français est une langue qu'il faut parler correctement, et dès que on fait des dictées, on a des fautes. Donc, alors que ce sont que des erreurs, mais bon, pas des fautes. Mais tout de suite, on est dans cette idée, il faut pas faire d'erreurs, il faut pas faire de fautes, il faut être parfait.
Mais non, en réalité, plus on fait d'erreurs, plus ça montre qu'on essaye. Et effectivement, cette petite fille, on voit que ça la ralentit, de vouloir faire absolument Bon, alors, c'est pas plus mal qu'elle soit ralentie. En ce moment, elle fait ça. À d'autres moments, elle fera un petit peu plus libre. Voilà. Ok. Bien, merci Martine pour vos témoignages, pour votre réponse. Finalement, on va avoir un bon bulletin, nous les parents, à la fin de l'émission. Jusqu'à présent, je mentionne des bonnes notes en ce qui me concerne. Le message d'Isabelle sur la page Vivacité, la page de Facebook. J'aimerais mieux qu'on supprime les bulletins de notes, mais bon. On y reviendra. J'ai une fille de bientôt 6 ans, dit Isabelle. Elle est très vivante. Malheureusement, quand elle est fatiguée ou non, cela lui arrive quasi tous les jours de faire une crise de colère, crie, pleure, méchanceté. Elle me dit « t'es méchante » dès que je la contrarie ou dès que je lui dis non à une de ses demandes. À ce moment, je ne sais rien faire pour la calmer, mais ça me ronge. Que faire quand ça arrive? Très bonne question, Isabelle. On reviendra sur votre témoignage. Isabelle, en fait. C'est vrai ça. Toutes les Isabelles se sont donné rendez-vous aujourd'hui. 30-63 pour vos messages. C'est jusqu'à 15h que nous parlons des émotions de nos enfants. Page 109, j'ai adoré quand vous parlez de la bouderie. Vous dites, Isabelle Filiosa, la bouderie est un langage, elle dit qu'il y a souffrance. Aidez-le à s'exprimer. Pas question de laisser un enfant bouder plus de quelques minutes, dites-vous. L'enfant doit trouver une issue positive. Voilà, c'est ce qui résume un petit peu ce qui est mentionné là. Encore une fois, difficile. Quand on lit ça, on se dit, bah oui, dans le fond, j'ai peut-être tort. Moi, j'essaie que l'enfant je laisse l'enfant bouder, quoi. Je dis, ça passera bien. Et vous dites non. Il faut. Et s'il boude, il est en train de dire quelque chose. C'est-à-dire que bouder, c'est vraiment tourner le dos à l'autre. Donc, quand je tourne le dos, je suis en train de lui dire quelque chose. Donc, pas être indifférent par rapport à ça. Imaginez que votre mari vous vous boude. Vous vous sentez comment? Pas bien, oui. Non, on se dit pas vas-y, va bouder dans ton coin. Non, on se dit il y a un problème, où en est notre relation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me parles pas, et on va le harceler. Donc pourquoi on fait pas ça avec nos enfants? Non, les enfants sont tout comme sont des humains déjà. Mais on pourrait se dire donc, ça va passer, il a besoin un petit peu justement de réfléchir à ce qui s'est passé. Et quand il boude, il réfléchit pas. Il est complètement pris dans son cerveau émotionnel et il n'est pas du tout dans son cerveau là-haut. Il est pour pouvoir aller en contact avec son cerveau qui réfléchit, il a besoin justement de sortir de la bouderie. C'est ça. Donc la bouderie, ça veut dire je ferme les écoutilles parce que je me suis senti blessée. Quelque chose va pas, je m'enferme dans ma tour d'ivoire. Et nous, on a un cerveau d'adulte et donc on se dit oh, il est en train de s'enfermer dans sa tour d'ivoire, il va pas bien, ça veut dire quelque chose que j'ai pas entendu, quelque chose que j'ai pas vu, ou bien quelque chose qui ne me concerne pas. Quelquefois, c'est pas envers nous. Quelquefois, il boude parce que tout simplement, il a besoin qu'on vienne vers lui parce que quelque chose s'est mal passé à l'école ou quelque chose s'est mal passé. Voilà, faut aussi pas imaginer que systématiquement, tout ce que font nos enfants, c'est forcément contre nous. On est leur centre du monde, mais pas tant que ça quand même. C'est-à-dire que on a un peu trop tendance à s'imaginer responsable de tout. Mais il se passe quelque chose. En tout cas, cet enfant-là a besoin d'aide, donc je reste à côté. C'est ça. Ouais. Tentez de découvrir l'émotion qu'il dissimule derrière sa bouderie. Donc derrière la bouderie, se dire il y a une émotion, il y a quelque chose qui doit se transmettre. Formulez-la. Dites-vous, je vois que tu t'es senti blessé quand j'ai dit à Julie ou quand j'ai fait ça, ou tu es vraiment furieux que je ne te donne pas de glace. Aidez-le à l'exprimer. Tu as le droit de dire que tu n'es pas content, tu sais. Ça aussi, dire à l'enfant, tu as le droit de dire que tu n'es pas content. Voilà, simplement ça. Parce que ça évite la bouderie. Ça à partir du moment où il a le droit. Qui dit je peux le dire. C'est pas quelque chose qu'on va naturellement évoquer nous parents quoi. C'est pour ça encore une fois que c'est important de le souligner. Je comprends ça, tu sais, montrer une certaine indifférence. Donc dites-vous non pas bien sûr à l'enfant, mais à son comportement de fermeture. Vous continuez comme si de rien n'était. L'indifférence doit rester brève et la bouderie ne doit pas durer plus de quelques minutes. Voilà. Dans quelques minutes, ce sera le flash de 14h. Nous reviendrons avec des exemples bien concrets, des questions aussi bien concrètes posées par des parents, des grands-parents. 3063 070 23 33 23 ou via la page Facebook de l'émission La vie du bon côté. Nous allons mettre les références du livre et les références de bien d'autres livres d'Isabelle Filiosa. À tout de suite. Au cœur des émotions de l'enfant, il faut bien commencer par un livre quand je vois la liste en effet des livres que j'ai envie d'aborder dans cette émission. 7 questions à se poser pour répondre à presque toutes les situations. Il y a des parents qui vont se dire « Oh, je vais vite lire ça alors, en quelques pages, j'aurai tout compris. » Il y a des questions à se poser, pas les réponses. Voilà. Oui, mais quand on se pose des questions, c'est déjà pas mal. Oui. 7 questions à se poser pour répondre à presque toutes les situations. 1. Quel est son vécu? 2. Que dit-il? 3. Quel message ai-je envie de lui transmettre?
4. Pourquoi je dis cela? 5. Mes besoins sont-ils en compétition avec ceux de mes enfants? 6. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi? 7. Quel est mon objectif? Voilà donc les 7 questions à garder en mémoire. Quel message ai-je envie de lui transmettre? Ça aussi c'est pas mal, hein. Parce qu'en général c'est sûr qu'on a notre réaction. Ah oui, j'avais relevé un exemple. J'avais relevé un exemple parce que je trouvais cet exemple très typique. Je le lis, en plus ça va aller vite. Votre fille de 3 ans, dites-vous Isabelle, donne un coup de ciseau dans un de vos colliers. Votre enfant de 8 ans fait la même chose. Ça n'a clairement pas la même signification. La première explore qu'elle peut découper avec ses nouveaux ciseaux. Elle a 3 ans. Elle n'a pas encore véritablement intégré qu'une action puisse être irréversible et croit que de toute façon ce n'est pas grave puisque papa est là, il va réparer le collier. Pour la seconde, c'est différent. Il s'agit là plus probablement d'un comportement punitif. Elle exprime vraisemblablement une colère contre vous, votre conjoint, son frère, un professeur. Voilà. Par contre, le parent, devant le même acte, va poser le même regard. Hélas. Voilà. Tout à fait, parce qu'on oublie que l'enfant qui est en face de nous, eh bien, n'a pas le même âge et donc n'a pas fait les choses dans la même intention. Voilà, tout à fait. Je voulais absolument le lire, j'en ai relevé quelques autres, mais cet exemple-là en disant, bah oui, ça c'est tout à fait ça. La conclusion, elle est là. C'est l'enfant qui casse son collier, l'enfant qui découpe une robe à maman, ben voilà, la maman est en colère parce que la robe est découpée, mais l'intention n'était pas la même. Dominique, bonjour. Bonjour madame. Votre petit-fils de 6 ans et demi a un comportement un peu violent, on va dire, à l'école avec les autres petits-enfants. Et les parents ont été séparés. Alors quelquefois la maman revenait et il avait toujours l'espoir que tout allait s'arranger. Mais bon, il est allé donc à l'école et là il avait des problèmes avec les enfants. Il frappait dessus. Ici on l'a changé d'école, ça va un petit peu mieux, mais il est suivi par un pédopsychiatre. Hein. Et ici la semaine dernière il est venu chez moi et pour un rien il s'énerve. Et il se frappe dessus. Donc il donne des coups dans sa tête. Et puis il dit je suis fou, je suis con, je vais aller sur la route, je vais me tuer. Oh, ouais, 6 ans et demi. Alors c'est douloureux de voir ça. C'est très Alors douloureux. Comment aider un enfant comme ça? Déjà, c'est vraiment chouette qu'il ait pu vous le dire. Parce que s'il vous le dit, déjà, il ne va pas le faire. Et ça, c'est très très important. Il a trouvé en vous, et j'espère qu'il a aussi d'autres personnes autour de lui qui l'écoutent, et il a trouvé en vous une ressource, une personne à qui il peut confier des choses aussi difficiles que ça. Il est en train de dire qu'il va mal, il souffre, il dit des choses pour voir aussi quelles réactions vont avoir l'adulte autour de lui. Et c'est important d'avoir une réaction en lui disant « Mais je tiens à toi, moi. Vraiment, c'est important que tu vives. Et ça me va pas, je vois que tu es tellement en détresse. Raconte-moi ce qui est le plus dur pour toi dans ta vie. » Et alors quand on dit raconte-moi, alors bon, c'est un garçon qui peut déjà avoir une certaine capacité verbale, mais nous les adultes, on aime bien que les enfants parlent. On est très verbaux, on utilise le verbe, donc on pense qu'il faut qu'il s'exprime avec ses mots. Mais en réalité, c'est difficile de trouver les mots pour un enfant de cet âge-là, pour un petit garçon de cet âge-là. Et donc souvent, ce qui va plus l'aider, c'est peut-être de jouer ensemble. Alors on peut jouer avec des figurines, on peut jouer, alors par exemple, je sais pas, des Playmobil ou des choses comme ça, on joue avec, et en même temps qu'on joue, on dit, qu'est-ce qu'il dirait celui-là? Et puis vous pouvez installer la situation, c'est-à-dire par exemple, dire, on dirait que le papa et la maman, ils se séparent. Et puis après, vous le laissez. Puis ça, c'est leur fils. Et comment il réagit, etc. Et donc, on installe... En fait, c'est ce que font les enfants naturellement, spontanément. Quand ils ont un souci, ils le rejouent à la maison. Il y a un souci à l'école, ils veulent jouer à la maîtresse. Ils viennent de se faire un vaccin, ils jouent à faire une piqûre. Donc, c'est ce qui est le fonctionnement naturel et normal pour arriver à dépasser un stress important. Mais donc, on peut être là avec l'enfant et jouer avec lui. Alors, nous ne donnons pas des solutions, mais nous lui demandons à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il dirait celui-là? Et qu'est-ce qu'elle dirait celui-là? Et t'as pas une autre idée? Ah ouais, mais là, la situation, elle est coincée. Dis donc, il est vraiment pas bien, là. Il souffre, en fait, celui-là, hein. Le petit, alors on peut jouer aussi avec des peluches, hein. Donc le petit éléphant, il souffre vraiment, hein, de cette histoire. Quand même, sa maman hérisson, elle exagère. Et
Et qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Et donc, on aide l'enfant à générer des nouvelles options, des nouvelles choses. Et rien que le fait de jouer comme ça ensemble, ça fait que l'enfant se sent non jugé, accepté dans ses émotions, reconnu dans le fait qu'il est en train de traverser un truc qui est vraiment super difficile, et donc ça va être un immense soutien pour lui. Un enfant qui frappe à l'école, vous l'avez vraiment bien identifié, c'est que il est en train de souffrir. Déjà, c'est la première chose que vous avez dit. Il tape les autres à l'école, mais voilà, en fait, il est sous stress tout simplement. Il souffre, et sa souffrance déclenche la réaction de stress. Et c'est important de savoir qu'il n'a pas forcément la capacité de maîtriser ses comportements. Et donc, souvent, dans les écoles, quand un enfant en frappe un autre, on l'isole, on le punit, etc. On fait toutes sortes de choses qui vont donc aggraver le problème. Il est vraiment extrêmement important quand un enfant frappe un autre enfant, comme ça, de manière systématique et de manière régulière. Vraiment, on stoppe la chose plutôt en donnant à l'enfant ce dont il a besoin, c'est-à-dire un espace d'écoute et de jeu pour qu'il puisse sentir l'attachement, qu'il puisse sentir autre chose. Et vraiment, si vous êtes la grand-mère, peut-être vous pouvez insister auprès des parents pour que chacun des deux parents donne davantage de jeu, d'attention, de câlin à ce petit garçon, parce que il n'a pas forcément besoin que ses parents se remettent ensemble, mais il a besoin d'avoir une meilleure relation avec chacun de ses deux parents. Merci Isabelle Filiosa, merci Dominique pour votre témoignage. La vie du bon côté sur Vivacité. Les émotions de nos enfants. Au cœur des émotions de nos enfants, nous nous plaçons en tant que parents, en tant que grands-parents, et je le vois bien entendu, selon les messages que vous nous envoyez, selon la signature de ces messages au 30 63. Malheureusement, cette personne n'a pas décroché le message qu'on voulait faire passer sur antenne. Je vous le lis. Hier après-midi, j'ai eu droit à une grosse crise de colère qui cachait en fait une crise de jalousie de mon aînée de 11 ans. Essayant de faire cesser ses cris, elle m'a sorti des choses blessantes. Je suis encore abattue de savoir qu'elle a utilisé mes faiblesses de la sorte, sans doute pour que je me montre forte et la cadre, mais c'était trop, cela ne m'était pas possible, 1 an à peine les sépare. Donc crise de jalousie entre deux enfants, 11 ans, 10 ans, essayant de faire cesser ses cris, elle m'a sorti, dit cette maman, des choses blessantes. Oui, et donc ce qui est chouette là, c'est que cette maman n'a pas réussi à la cadrer parce que effectivement, évidemment, l'enfant n'était absolument pas en train de chercher à faire la force, l'épreuve de force avec sa mère ou à chercher à être cadré. On a cette impression là parfois que c'est ce que l'enfant cherche, mais ça n'est jamais le cas. L'enfant, elle cherchait une réassurance, puisque la mère avait bien identifié qu'il s'agissait d'un problème de jalousie. Donc, un problème de jalousie, ça veut dire un problème de détresse. Cette petite fille de 11 ans, cette grande fille de 11 ans, était en détresse à l'idée que sa mère l'aimait moins ou l'aimait pas assez. Et donc, quand elle cherche, elle voit que sa mère n'écoute pas ses cris. Ça veut dire, elle crie, et sa mère ne s'intéresse pas encore et ne lui dit pas « Je t'aime ma fille, je t'aime tellement, je t'aime si fort. Viens avec moi, c'est vrai que j'ai pris un peu beaucoup de temps avec l'autre et maintenant j'ai envie de passer du temps avec toi. » Donc du coup, sa mère ne l'ayant pas entendu, la gamine, elle crie encore plus fort. Et là, c'est des zones de son cerveau aussi qui vont s'activer et qui vont lui faire dire des choses qu'elle ne pense pas forcément. Elle ne cherche pas exprès ce qui va faire mal à sa mère, même si c'est les apparences. Il est possible qu'elle ait entendu ces mots-là. Si c'est des choses blessantes, il est possible aussi que cette fille se soit sentie blessée. Les enfants nous confient, à nous, les figures d'attachement, et surtout les mamans, c'est beaucoup plus rare que l'enfant crie comme ça et dise ce genre de choses à leur papa, parce que tout simplement, la maman, c'est la figure d'attachement, c'est celle à qui on peut tout confier, sans être jugé, c'est celle qui nous aime inconditionnellement. Donc l'enfant ose dire des choses très fortes. Mais ce qu'elle dit, il y a besoin de le décoder. C'est-à-dire que si une petite fille de 11 ans, je dis vraiment un mot extrêmement urdurier à sa mère, ça ne concerne pas véritablement la mère. La mère a besoin, c'est vrai qu'il faut arriver à gérer notre propre système de stress pour rester à l'écoute. Mais la question, elle est plutôt à donner, mais où est-ce que tu as entendu ça? Qui a dit ce mot-là? Est-ce que quelqu'un t'a dit ça à toi, ma petite chérie? Parce que, en fait, il est probable que la petite fille ait subi ce mot-là. Et peut-être elle est harcelée à l'école, peut-être c'est un problème de jalousie, mais peut-être pas. Peut-être que c'est la jalousie, c'est quelque chose qui déclenche, qui fait que du coup, la petite fille de 11 ans
ose dire enfin quelque chose à sa mère. Mais elle est en train de dire à sa mère, maman, je souffre terriblement, j'ai besoin de toi, aide-moi avec ces mots méchants qui sont dans mon cœur, qui sont là. Je veux être libérée de ces mots méchants. Bien, Isabelle, je vais plonger dans votre livre pour prendre part, mais j'écoute, hein. Je peux faire deux choses à la fois. J'ai une oreille qui vous écoute et les yeux dans votre livre. Plonger dans votre livre parce que j'ai envie de prendre une maman qui a difficile avec les pleurs de son enfant. On n'a pas vraiment abordé les pleurs en tant que telles, et c'est peut-être justement la maman Nathalie, en l'occurrence. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. La maman d'un bébé, parce que les bébés, évidemment, ne parlent pas. Les bébés ont une attitude différente de ceux qui ont déjà droit à la parole. Que dire à votre enfant de 23 mois qui pleure tous les soirs quand on le couche pendant 30 minutes? Et là, j'étais en effet dans le livre parce que vous en parlez beaucoup, des pleurs de l'enfant. Mon bébé pleure sans raison. Il y a des parents qui observent ce genre de choses. Ou mon enfant pleurniche pour un rien. Et là, vous abordez aussi tout ce qui est rêve, cauchemar par la suite. Alors, votre bébé donc pleure depuis quand, Nathalie? Mais en fait, seulement depuis ce week-end. Donc avant, depuis tout petit, on le couchait le soir vers 7h, 7h30. Il s'endormait directement sans broncher jusqu'au lendemain matin, on l'entendait pas. Et puis là, depuis ce week-end, dès qu'on le met dans son lit, il commence tout de suite à pleurer. Et ça dure à peu près une demi-heure. On doit revenir, on essaye de revenir toutes les 10-15 minutes. Et dès qu'on rentre dans la chambre, il s'arrête, il se couche. Mais dès qu'on repart, il recommence. La question première, c'est qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? On ne sait pas parce que déjà dans la nuit de samedi à dimanche, il s'est réveillé à 2h30 du matin, il avait plus envie de dormir, il voulait jouer. Et donc comme on l'a pas sorti du lit, il a pleuré comme ça pendant 2 heures et puis finalement on a quand même joué pendant 1 heure et puis après il s'est recouché 1 heure, mais donc voilà. Alors jouer est rarement une bonne idée en pleine nuit, hein. Mais laisser pleurer n'est pas non plus une bonne idée. Et le souci, c'est que cet enfant donc s'est réveillé à 2h30 du matin, on ne sait pas exactement pourquoi, mais peut-être il se passait quelque chose dans son cerveau. Il y a des différentes périodes où les enfants se réveillent la nuit. Ce sont des périodes où ils viennent d'avoir des grandes acquisitions dans la journée. C'est-à-dire, je sais pas, il a appris quelque chose de nouveau, il y a eu une excitation, il y a eu quelque chose d'intéressant, voilà. Il a grandi et donc dans la nuit, les neurones se mélangent, se structurent. Il y a toute une activité cérébrale qui fait que de temps en temps, l'enfant se réveille. Il ne sait pas, lui, qu'il est juste réveillé parce que ses neurones sont un peu trop actifs et il n'arrive pas à rester dans le sommeil. Donc, ce qui est important, c'est de lui réapprendre à pouvoir juste retomber dans le sommeil. Donc, ne surtout pas le laisser se réveiller trop. C'est-à-dire que plus on va rapidement aller vers l'enfance, et à 2 ans et demi, il commence à chouiner, à bouger un petit peu, on y va tout de suite, on pose la main dessus, on l'aide à se rendormir. Si il pleure beaucoup, et là vous dites qu'il a pleuré pendant vraiment très très longtemps, du coup il est un peu sous stress et il a tous les soirs l'anticipation de risquer de revivre ce genre de choses. Alors, comment faire? Simplement peut-être un jeu avec une peluche qui pleure beaucoup parce qu'elle s'est réveillée la nuit et elle était toute seule. Et donc là, vous pouvez... il parle beaucoup ou pas encore beaucoup? Il dit des mots, pas des phrases, mais il dit des mots. Donc, il peut dire un petit peu des mots, mais alors du coup, vous allez peut-être vous faire un petit peu plus la peluche, et donc vous prenez la peluche il s'est réveillé dans la nuit, et puis il avait envie de jouer, et puis il était tout seul, et puis il a pleuré, puis ses parents, ils venaient jamais, et puis il a eu peur, tellement peur, oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce... Et vous le laissez faire, et lui, pour voir comment est-ce qu'il va pouvoir digérer ça. En fait, il va probablement avoir envie et besoin de jouer à le bébé qui a peur la nuit tout seul, la peluche qui a peur, vous dites pas que c'est lui, c'est la peluche untel qui a peur la nuit, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis vous pouvez proposer à l'enfant, qu'est-ce que tu voudrais faire avec lui? Est-ce que tu veux le garder dans ton lit pour pas qu'il ait peur cette nuit? Et donc comme ça, il va être en charge de s'occuper de la peluche qui a peur, et du coup ça va l'aider à pouvoir se réendormir. Oui. Mais donc il y a aussi une autre chose, c'est que vous le couchez vraiment très très tôt. Et attention que les enfants, dès
décale leur mélatonine, c'est-à-dire que vers l'âge de 22, 23, 24 mois, la mélatonine se déplace. Alors ça dépend un petit peu des enfants, quelquefois c'est 2-3 ans, quelquefois c'est 18 mois, c'est variable, mais autant un enfant petit peut s'endormir à 8 heures ou à 7 heures, voilà. Et il y a une période dans laquelle il va décaler sa mélatonine et donc il n'arrive tout simplement pas à s'endormir. Bon, là je pense pas que ce soit le cas encore, mais enfin voyez ça dans l'avenir parce que il est possible que si l'enfant décale sa mélatonine, il peut tout simplement pas s'endormir. Mais là, il pleure tout simplement probablement avant de s'endormir, simplement parce que il a l'angoisse de risquer de se réveiller la nuit et que personne ne vienne et que ça se passe pas bien. Merci Nathalie. Et bonne suite évidemment pour les nuits à venir. 070 23 33 23, SMS 30 63 pour vos témoignages. Le décryptage de ces émotions. Qu'est-ce que nos enfants veulent nous transmettre quand ils pleurent, quand ils sont en colère, quand ils râlent? Ça aussi, on aimerait bien avoir un enfant, enfin le parent d'un enfant qui râle dans quelques instants pour peut-être apporter une autre réflexion sur le sujet. Bref, nous sommes tous logés à la même enseigne, nous les parents, et c'est difficile parfois d'essayer de comprendre, de décrypter leurs émotions alors qu'il faut passer par là avant de crier un stop qui va retentir dans toute la maison, et finalement parce que l'enfant qui n'a pas été compris quand il a exprimé quelque chose va accumuler ça, cette frustration. Vous le dites aussi, vous parlez de frustration, et voilà, tout ça va devenir de plus en plus fort, de plus en plus dense, et voilà, ça va s'aggraver de plus en plus. 070 23 33 23, SMS 30 63. Page 80. Vous dites, les adultes ne savent pas toujours ce qui est important pour un enfant. Et là, j'avais surligné en disant, waouh, c'est tellement vrai ça. Pour nous, adultes, babar ou nounours décidés sur une assiette, quelle importance! Pour un petit de 3 ans, c'est quasi existentiel, dites-vous. Il pique des rages terribles parce qu'il voulait l'assiette avec babar, le verre bleu, la fourchette rose, le beurre non encore fondu, pas le brûlé sur la pizza, on retire ce champignon-là parce qu'il est pas à son goût. Nous pouvons nous sentir exaspérés parce qu'à son âge, nous n'avions pas tant de choix. Et cela nous complique la vie dans le moment. Tous ces détails revêtent à ses yeux une grande importance. L'écouter est réellement utile pour l'aider à élaborer ses goûts et préférences, même pendant l'inévitable période où il adore les champignons un jour et les déteste le lendemain. Alors c'est vrai que ça aussi, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que ça peut faire, quoi? Ok, c'est pas babar, ok, c'est pas ton verre bleu, mais tu manges et on a l'impression, mais voilà, on se met pas à leur niveau en disant ça. Oui, lui, à 3 ans, c'est existentiel, comme vous dites. C'est ça, parce qu'en fait, il s'agit pas ni de babar, ni de la couleur du verre, mais de la structure dans son cerveau. Il cherche à ordonner le monde. Il cherche avec son cerveau. C'est compliqué, notre vie. C'est sûr qu'un enfant au Tibet ou en Afrique, il n'a pas le genre de problème, et donc on se dit, c'est des problèmes de gosses de riches. Oui, c'est des problèmes de riches, parce que les enfants d'aujourd'hui, on les met face à des multitudes de stimulations. Il y a des assiettes de toutes les couleurs, il y a toutes sortes de trucs différents. Et les enfants, ils ont besoin de cohérence et de structure. Et donc, ils vont chercher à avoir tout le temps la même chose pour se rassurer. Donc, ils cherchent. Donc, c'est pas qu'ils veulent l'assiette babar parce qu'ils font une comédie pour l'assiette babar. C'est que c'est pas ils veulent toujours la même assiette parce qu'ils ont besoin de structure et de pouvoir canaliser. Sinon, c'est trop de stimulations différentes. Et pour eux, le goût ne va pas être la même, la situation n'est pas la même quand on mange dans une assiette ou bien dans une autre. Quelquefois, on cuisine quelque chose, vous faites de la purée, puis une autre fois, vous faites le même aliment, mais vous le cuisinez légèrement différemment. Il ne le veut pas, il n'aime pas, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que on dit que les enfants ont une certaine rigidité perceptive. Leur cerveau n'est pas encore capable de faire les jongleries qui font que ils devinent que c'est la même chose présentée différemment. Et même si on le dit, on l'explique, pour lui, c'est pas pareil. Donc lui, il a besoin quand même de cadres et de choses construites, régulières, et que ce soit toujours la même chose. D'accord. Donc, il a mangé et il a eu plaisir à manger avec un verre bleu et une assiette rose. Il faut ça tout le temps pour être sûr que ça soit bon à manger. Bien. Ça c'est inscrit en moi, profondément en moi. Maintenant, je sais comment me comporter par rapport à ça. Laurence, on en apprend des choses, aujourd'hui. Oui. Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Isabelle. Vous connaissez bien Isabelle, vous connaissez bien ses livres.
Notamment un, oui, j'ai tout essayé, qui est sur ma table de nuit et que je consulte régulièrement pour mes enfants de 0 à 5 ans. D'accord. On est en train d'écrire avec Anouk Dubois le suivant, la suite de J'ai tout essayé pour les enfants de 6 à 11 ans. Il paraîtra en mars. Eh ben voilà. Ah, c'est parfait, ce sera quand ma fille aura 6 ans. C'est parfait. Elle a 5 ans donc aujourd'hui. Elle a 5 ans, oui. Quel est votre souci donc? C'est beaucoup de mal à gérer ses caprices, hein, justement. Voilà, c'est ça. Quand ma petite fille fait des caprices, ça dure toujours dans le temps. Ça dure 5, 10 minutes, une demi-heure. Et j'ai toujours du mal à comprendre ce qui se passe, à gérer. Et ça finit par m'énerver, Alors, en colère. Attendez, on va rester au début là. Donc, déjà, moi, un caprice, je ne sais pas ce que c'est. Donc, dites-moi un petit peu plus précisément. Donnez-moi un exemple. Eh bien, ce matin, elle était sur le lit et son petit frère était dans son chemin pour qu'elle descende. Et alors, plutôt que de faire le tour, elle se met à râler et à ne pas vouloir descendre par le chemin le plus facile. Elle veut absolument que son petit frère se bouge. Et donc, elle râle, elle peste, elle se met à pleurer, enfin à faire semblant de pleurer et n'en démord pas. Et donc, elle reste là jusqu'à ce que son petit frère bouge, mais en râlant. Oui. Voilà. Et donc, c'est quoi le caprice, là? Eh bien, c'est qu'elle ne veut pas céder faire le tour. Elle a 10 000 solutions pour faire le tour, mais non, elle va absolument pas. Ça, c'est une vision totalement superficielle des choses. C'est une vision où on ne regarde que le comportement apparent. Ce qu'on a besoin de regarder, nous, c'est qu'est-ce que mon enfant est en train de me dire par ce comportement. Donc, elle est en train de dire quoi? Mon frère me bloque le passage. C'est ça? Oui. Comment est-ce que ça pourrait être vrai dans d'autres domaines de sa vie? Est-ce que ça arrive? Est-ce que elle pourrait avoir le sentiment que son frère, de temps en temps, bien l'empêche de vivre, ne lui donne ou la prive un peu de sa maman ou de son papa, fait qu'il prend un peu trop d'espace, quoi, qu'il est gênant, quoi? J'avoue que je ne sais pas trop. Elle s'entend très bien avec son petit frère, mais bon, voilà, de temps en temps, ça se dispute un peu, mais dans l'enfant, ils s'entendent plutôt bien. Donc, voilà, mais ça veut pas forcément dire que elle n'ait pas des moments où ce soit plus difficile. Maintenant, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas son frère, que c'est quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez à un moment jouer avec elle. Donc là, la situation, vous laissez faire. De toute façon, bon voilà, ça se débrouille. Hein. Et puis vous pouvez rejouer la situation et avec vous mettez des peluches et il y a une des peluches qui peut pas passer parce que il y en a un autre qui bloque. et qu'est-ce qu'il dirait celui-là? Et qu'est-ce qu'il dirait? Et qu'est-ce qu'il dirait? Et voilà, et vous faites parler parce que peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui la bloque et qui fait qu'elle est tout le temps obligée de prendre des parcours compliqués tout autour alors qu'elle voudrait aller tout droit. Je ne sais pas, peut-être elle rencontre un blocage dans sa vie. En tout cas, ça vaut le coup de se pencher et d'écouter ce que ça pourrait être. Ouais, l'histoire des peluches, l'histoire des petits Playmobil, là, l'histoire des petits... ça aussi, sympa, je vais appliquer. Ouais. Ça, c'est assez sympa. Ouais, ça mange pas de pain. Et... Bon, juste avant de partir à l'école, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut dire, je jouerai la situation tout à l'heure, il faut le faire tout de suite? Mais en fait, si ça dépend de l'objectif, mais si on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, non, le jeu comme ça, on le fait pour guérir. Donc on voit qu'il y a une situation qui se fait, on le fait pas tout de suite. On le fait le soir, le lendemain. On peut y revenir, quoi. C'est bien d'y revenir. Faut pas le faire tout de suite. Surtout que les enfants vont avoir besoin de revenir plusieurs fois. C'est bien ça. Oui. Une même fois, ça suffit pas. Quelquefois, hop, tout de suite. Quand ils sont grands, souvent une fois ça suffit. Mais plus petits, souvent il va falloir qu'ils y reviennent et on y rejoue maman et on rejoue. Ah oui, ils vont demander. C'est ça. Et on rejoue à la maman méchante, et on rejoue à la petite fille qui pleure beaucoup, et on rejoue, ils adorent jouer à des situations compliquées et difficiles. Génial. Et du coup, on peut y rejouer, et voilà, jusqu'à ce qu'ils aient plus envie d'y jouer. Souvent, nous, ça commence à nous barber, vous avez 20 fois, quoi. On est là à pleurer. Faites pas des stages, non, pour apprendre à jouer avec les... Eh ben, j'aimerais bien faire venir un Américain qui est particulièrement doué là-dessus. Il a écrit un livre que j'ai fait traduire, qui s'appelle Qui veut jouer avec moi, qui était une pure merveille. Cet homme-là s'appelle Laurence Cohen, et j'essaye de le faire venir, oui, en France. Okay. Et peut-être on pourrait faire une grande tournée avec la Belgique aussi. Oui, on n'est pas très loin, hein. On n'est pas très loin. Marie qui
qui témoigne au 30-63 et qui nous avoue qu'en tant que parent, ce qui n'est pas simple, Sylvie, c'est de savoir garder son calme et surtout quand son enfant ne se raisonne pas et reste dans sa crise, malgré tenter de savoir pourquoi, qu'est-ce qui le tracasse. Difficile de rester zen parfois, c'est pour ça aussi que dans votre livre, ça peut faire sourire, mais non, à la page 200, c'est indiqué en français dans le texte, quelques trucs pour éviter la violence à l'instant où vous avez envie de donner la fessée. Voilà, hein. Ça commence par la respiration et ça se termine par faites appel à un ami ou au conjoint, bien sûr, s'il n'est pas là. Et entre tout ça, il y a évidemment plusieurs étapes. Catherine, bonjour. Oui, bonjour. Catherine, merci pour votre message. Parce qu'en plus, voilà, vous dites, lorsque ma fille fait des colères, voilà l'attitude que j'adopte. Il est impossible de la calmer, sauf quand je fais ceci. Catherine. Oui, en fait, je dois la canaliser dans mes bras, même si elle est en colère et qu'elle se débat. Je la canalise, je la serre et des fois ça peut durer 5 minutes, mais à un certain moment, elle lâche prise et elle est calmée. Et voilà, c'est terminé. Puis on peut en parler, mais voilà, la colère, elle sait pas pourquoi. On en parle, mais petit à petit, ça s'arrange parce qu'elle a quand même 7 ans et demi, mais ça n'a pas été facile parce que bon, on nous disait. Il faut l'ignorer parce qu'elle attire votre attention. Il faut essayer de la mettre dans sa chambre, lui trouver un endroit où elle peut se calmer toute seule. Mais elle est tellement en colère. Ça, c'est de l'anti-Isabelle Filiosa, hein, je pense. C'est surtout de l'anti-enfant. C'est surtout de l'anti-intelligence. De toute façon, ça fonctionne pas. Je veux dire, la seule chose que je peux faire, c'est la prendre dans mes bras. Bien parce sûr. que sinon, ça peut durer des heures. Et voilà, tandis que là, en la prenant dans les bras, vous dites que ça dure quelques minutes. Et vraiment, bravo de l'avoir vu et de ne pas avoir écouté tous ces gens qui disent qu'il faut isoler l'enfant. Isoler ne peut que aggraver. Alors, ça n'est pas forcément de la colère, hein, c'est une crise de décharge et vraiment, probablement, simplement, c'est le cerveau donc qui fait des décharges toniques et l'enfant hurle, se débat dans tous les sens et il a besoin que nous utilisions notre cerveau à nous pour le contenir. Il n'est pas encore capable de se contenir par lui-même et donc nous lui enseignons à se contenir. Et effectivement, l'attitude juste, c'est celle d'enserrer l'enfant, de le tenir. Alors on peut le tenir en l'asseyant sur notre genou, de manière à ce que ses 2 petites jambes tape sur les côtés sans pouvoir ni se faire mal ni nous faire mal à nous et on le tient et on lui dit vas-y, crie fort pour hop un bon coup et après voilà effectivement il lâche parce qu'en fait c'est pas qu'il lâche, c'est qu'il a suffisamment de sécurité pour pouvoir être rassemblé. Il faut mesurer que quand l'enfant est dans un état comme ça, c'est comme une tempête électrique dans sa tête. Et donc, on ne guérit pas une tempête électrique en isolant dans la chambre. Ça ne fait que monter la tempête. Donc, vous avez eu vraiment le geste juste et vous avez vu comme merci de ce témoignage parce que c'est vraiment important. Quelquefois, on se dit, mais ça va pas, il fait une crise. Alors, si je le prends dans les bras, c'est comme si je le récompensais. Du coup, il va me faire tout le temps des crises. Eh ben, non. Justement. Ouais. Ça apprend à canaliser. Et petit à petit, l'enfant à 7 ans peut commencer à apprendre à se canaliser lui-même, à se prendre dans les bras lui-même pour arriver à gérer son trop-plein d'émotions, son trop-plein de tensions. Certains enfants ont un cerveau plus réactif que d'autres. C'est important de savoir que voilà, nous avons chacun notre génétique et lorsque on a une génétique où on a été quelquefois nous transmettons à nos enfants les blessures que nous avons nous-mêmes subies lorsque nous étions enfants. Maintenant, on sait que ça se transmet dans l'ADN et donc l'enfant peut avoir une hyper-réactivité qu'on ne comprend pas parce qu'on se dit mais on a toujours été sympa, chaleureux avec lui, il réagit comme s'il était un enfant battu. Mais oui, peut-être que son père ou son grand-père a été très fort battu et c'est inscrit dans ses gènes et c'est pour ça qu'il réagit de manière extrême. Mais donc, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien, il a besoin qu'on l'enserre, qu'on le tienne dans nos bras, bien qu'on le contienne. Allez, merci Catherine, parce que grâce à vous, j'espère encore une fois que beaucoup de parents auront entendu, mais j'en suis certaine. Joël, bonjour, ce sera votre dernier témoignage, le mot de la fin. Vous parlez d'anxiété, Joël, par rapport à votre petite fille, je pense. Oui, c'est ça, bonjour à vous deux. Bonjour. Voilà, oui, effectivement. Donc, ma petite fille a presque 5 ans et
Elle se ronge les ongles, des mains, des orteils. Elle mâche les cheveux. Quand je lui attache les cheveux, c'est le pull qui est mâché. Donc voilà, visiblement, elle est vraiment très anxieuse. Et voilà. Donc j'ai l'impression que c'est pour elle une façon de faire sortir son stress et voilà. Donc tout à fait. Vous devez vous sentir extrêmement démunie devant un tel comportement, parce que c'est terrifiant de voir notre enfant prisonnier d'une telle anxiété jusqu'à se ronger comme ça les ongles, manger ses cheveux, etc. Alors évidemment, le comportement de votre fille est assez extrême et tous les enfants ne vont pas réagir comme ça, mais l'anxiété, c'est vraiment un problème aussi important et on est souvent démunis devant. Alors la première chose à faire, c'est nous-mêmes de garder notre calme, ce qui aide un enfant. Un autre auteur, ou non, c'est Laurence Cohen d'ailleurs, celui qui a écrit Qui veut jouer avec moi. Il a écrit un autre livre que je vais traduire bientôt. Et donc là, il explique, c'est l'histoire des poussins. Un poussin terrifié, il regarde l'autre poussin. Si l'autre poussin a peur aussi, ça lui augmente sa terreur. Si l'autre poussin est calme, il se dit finalement il y a peut-être pas de danger. Donc la première chose que nous avons à faire, c'est être le deuxième poussin. Et donc, rester calme et ne pas nous aussi nous repartir dans l'anxiété et qu'est-ce qui se passe? Non, hop, je reste calme et je dis à mon enfant, je comprends que toi, tu as l'impression qu'il y a un grand danger là et il n'y a pas de danger. Maintenant, on va écouter quel est le danger. Il vous reste 30 secondes, Isabelle. Je ne voudrais pas qu'on vous soit coupé, mais il vous reste 30 secondes. Alors, je donne la clé tout de suite parce que vraisemblablement, ce problème d'anxiété, il est dans le deuxième cerveau de votre enfant. L'anxiété à un tel niveau, surtout au point de se ronger les ongles, etc., signifie probablement un retard développemental du cerveau. C'est-à-dire qu'elle a dû développer d'autres zones du cerveau et certaines zones sont pas suffisamment activées. Donc, et ce qui se passe, c'est vraisemblablement dans les intestins. Et donc, il s'agit de voir à quoi est-ce que cette petite fille est particulièrement sensible. Et je vous invite à supprimer rapidement le sucre, le gluten et le lait, et peut-être à voir quelle bactérie cet enfant a dans l'estomac et dans les intestins et qui génère ce type d'anxiété. Merci Tout n'est pas beaucoup. psychologique. Merci beaucoup Isabelle Filiosa. Mot de la fin parfaitement bien dit. Vous pourrez réécouter cette émission sur le net si vous le souhaitez, bien entendu. Vivacité, ma radio complicité.